Donc on va sortir du domaine formidable du médicament, même si vous verrez qu'il y a des liens pour rentrer dans un domaine aussi formidable de l'imagerie médicale et du diagnostic. Donc moi je suis médecin entrepreneur et mon boulot d'entrepreneur c'est de mettre dans les mains des cliniciens des solutions d'IA au quotidien et des solutions d'IA en particulier adaptées à l'imagerie médicale. Donc pour faire ça, finalement, j'ai fondé il y a 2 ans avec 2 associés une société qui s'appelle Incepto, qui est spécialisée en deep learning en radiologie. Et on a essayé d'avancer et partir de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire partir d'un problème, toujours parler d'une problématique. Moi, ce qui m'a amené à l'IA en imagerie, c'est depuis 2015, c'est une problématique quotidienne que connaissent tous les médecins, en particulier tous les radiologues. C'est une explosion de la quantité de données. Et donc une explosion de la quantité d'informations qu'on a à traiter tous les jours. Quand on voit des patients, quand j'ai commencé mon internat, on faisait un scanner, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je ne suis pas si vieux que ça, et on faisait un scanner chez un patient, on faisait peut-être 50 coupes, et puis on voyait 10 patients dans la matinée. Et puis très très vite, en fait, on a dématérialisé toutes les images. Au début, mes vieux maîtres me montraient comment on passait de coupe en coupe et on les regardait. Puis très vite, on a mis des consoles partout. On a été les premiers médecins à dématérialiser. Et puis très vite, on a fait pas 50, pas 100, mais 1000 coupes par patient pour faire un body scan. Et ça prenait plus 20 minutes, mais ça prenait 1 minute. Et donc, en quelques années, j'ai vu mes 20 patients du matin au scanner et mes 20 patients de l'après-midi se transformer en 50 000 images à traiter. Et en fait, à la fin de la journée, je suis moins bon qu'au début et je finis par rater des trucs. Puis moi, je suis un spécialiste de la cancérologie abdominale. Je suis un radiologue interventionnel qui fait de la chirurgie radioguidée. Mais quelquefois, il faut que je vois d'autres choses parce que je ne peux pas être uniquement dans mon petit secteur. Et donc, je suis moins bon que d'autres collègues très très spécialisés en neurologie. Mais quelquefois, il faut quand même que je regarde un scanner cérébral, de garde par exemple, la nuit. Et donc là, j'ai un problème d'expertise aussi. Est-ce que je peux amener une expertise et augmenter mon expertise? Et en face de moi, j'ai une population, on l'a dit, qui vieillit, qui a de plus en plus de pathologies. Et ces problèmes-là, c'est des problèmes de résolution de complexité. Et quand on voit les algorithmes de deep learning en IA, de deep learning en radiologie, on se dit, ah, là, il y a quelque chose de particulier, puisqu'ils viennent compléter une partie de mes compétences. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une équipe, on a rassemblé à peu près 7 millions d'euros, dont le fonds patient autonome de la BPI, ce qui me vaut cette sympathique invitation ce soir. Et puis on est 24, on est à 26, on est à Paris, et on est installé dans maintenant une vingtaine de sites cliniques. Et on fait ce métier de start-up, c'est-à-dire ce que j'ai compris moi de la start-up, c'est-à-dire un truc de pionnier en zone d'incertitude, un marché qui n'existe pas, une nouvelle technologie qui répond à un vrai besoin, et on va la mettre dans les mains des gens, et en particulier des cliniciens, et on va regarder ce qui marche pas, comment les gens comment on s'empare du produit, on va essayer de vaincre les peurs initialement, et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on est en train de faire. Je vais prendre 2 exemples concrets de solutions. Il y en a un certain nombre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit nos propres solutions. Donc, on a une équipe de data scientists et on a des grands volumes de données sur des questions, par exemple, de pathologies musculo-squelettiques, notamment dans l'IRM du genou, par exemple, pathologies qui sont très liées au vieillissement de la population et à tout ce qui est les problèmes du handicap, les disabilities des anglo-saxons, puisqu'on a toujours beaucoup d'anglicismes. Voilà. Et puis, donc ça, c'est des choses qu'on développe pour maladies cardiovasculaires. Donc on est en train de les développer, mais ça prend du temps. Et on sait qu'on ne fera pas ça tout seul, en fait. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on s'associe à d'autres personnes. Donc on développe des solutions, mais aussi on va chercher dans la kyrielle de start-up, il y a des centaines de start-up qui se sont montées dans le monde entier sur ces segments-là. Et on va chercher les start-up qui ont développé une verticale clinique avec énormément d'expertise, qui font des trucs beaucoup mieux que nous on ne pourrait pas faire, parce que ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils bossent sur le sujet. Et par contre, ils ne sont pas dans les mains des cliniciens. Donc on va les distribuer. Et on va aller chercher les meilleurs qui font de l'aide au diagnostic de cancer du sein, parce que c'est un problème de santé publique majeur. On va chercher les meilleurs qui font de l'aide au diagnostic du cancer du poumon, parce qu'on va probablement débuter en Europe une campagne de dépistage du premier cancer mortel de tous les cancers, et sur lequel pour l'instant on ne dépistait personne.
Et ben pour ça, il y a des algos d'IA qui vont nous aider à lire des centaines de scanners. Et donc, on va faire et de la production et de la distribution, voilà, un peu à la Netflix, par exemple, ou à la Spotify, pour les amateurs de musique, plutôt. Et concrètement, ça donne quoi? Par exemple, en ce moment, on est en train de mettre dans la main de dizaines d'urgentistes et de radiologues un outil de détection automatique de fractures osseuses. Vous allez me dire, les fractures osseuses, c'est facile, pas vraiment besoin d'un outil d'IA, aucun d'entre vous n'a jamais eu une fracture osseuse ratée quand il a été aux urgences. Eh bien, si, peut-être, c'est possible, parce que sur les études rétrospectives et prospectives qu'on a, on voit qu'on en rate à peu près 30%, en fait. Et puis en plus, on en rate, alors les radiologues en ratent moins, mais ils en ratent quand même, hein, pas mal. Ça dépend de l'heure, ça dépend de la difficulté. Il y a des fractures pédiatriques extrêmement difficiles à voir. Et donc quand on rabote ces 30% et qu'on en rate plus que 5%, ça a un impact énorme. C'est ce qu'on est en train de voir. Ça a un impact à 3 niveaux. Ça a un impact sur nous, sur les patients, immédiatement, parce que vous n'allez pas sortir en vous disant mais vous n'avez rien, arrêtez de simuler, et puis revenir quelques semaines après avec une pseudarthrose du scaphoïde qui va vous empêcher d'avoir votre métier manuel et qui va vous créer des problèmes personnels de santé importants et des problèmes de santé publique majeurs. Donc ça, c'est un premier bénéfice évident, pour prendre un peu l'extrême, mais qui est une réalité. Et puis aussi, ça va aider les médecins qui sont sous pression, et on sait qu'en ce moment, ils sont particulièrement sous pression. Je vous assure que c'est assez chaud, là. Bon, pour d'autres raisons, pas de fracture, mais d'organisation de pression, notamment aux urgences. Là, c'est la permanence des soins, mais c'est vrai aussi dans d'autres pathologies. Ils vont être rassurés, ils vont faire un diagnostic plus rapidement. Et puis, du coup, ça va aussi aider l'institution. Pourquoi? Parce que pour un directeur de clinique ou d'hôpital, des patients qui attendent aux urgences pendant très longtemps, la confirmation de la fracture, c'est compliqué, c'est des flux qui ne marchent pas. Un patient qui revient parce qu'on a raté sa fracture, c'est une plainte, c'est de l'argent qui part pour de mauvaises raisons. Et des cliniciens qui sont rassurés, qui travaillent plus vite et dans de meilleures conditions, ça permet d'attirer les cliniciens. Et ça, c'est une grande problématique des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de cliniques, l'attractivité à ce niveau-là. Et donc ça, c'est des outils qu'on met en place, ça marche, c'est intéressant parce que pour l'instant c'est sans remboursement, c'est sur des financements, soit directement des groupements de radiologues qui prennent une partie de la valeur pour essayer ces outils-là et pour voir comment ça peut marcher, soit des directions cliniques hospitalières. Peut-être qu'un jour il y aura un remboursement. Ça commence par des early adopters comme d'habitude, et c'est bien. On fait des études, on commence des études médico-économiques pour prouver que ça vaudra la peine éventuellement de rembourser ça. On en est persuadé, mais encore faut-il le démontrer. On a abordé ça. Mais il y a une vraie traction, on voit une vraie traction commerciale, et on est parmi les premiers à faire ça. Ça, c'est finalement ça fait ce qu'on sait déjà faire, ce que les radiologues savent déjà faire, et déjà, ça change énormément les choses. Même si je sais déjà lire une fracture, avoir un outil qui me permet de la lire, même quand on est fatigué, de ne pas les rater, même les fractures subtiles, et d'engranger l'expérience de millions et de millions d'images déjà annotées pour m'aider moi, eh bien, c'est très fort. Et puis après, il y a des outils qui me permettent de faire ce que je ne sais pas encore faire, ou ce qui est difficile pour moi de faire. Et par exemple, on a un algorithme en ce moment qu'on travaille avec une société qui s'appelle Pixil, qui travaille sur la sclérose en plaques. Et souvent, la sclérose en plaques, pour savoir si un patient évolue dans la sclérose en plaques, on leur fait un critère important, c'est de faire une IRM cérébrale et de regarder les lésions. Et en fait, ce qu'on fait avec ces outils-là, c'est qu'on prend toutes les lésions d'un patient et on les segmente, on a leur volume dans l'espace et on compare avec les lésions quelques mois avant. Et ce profil évolutif, on peut le comparer avec le profil évolutif de millions et de millions de patients, enfin de milliers de patients, de dizaines de milliers de patients plutôt, pour savoir dans quelle branche il se place, ce patient, en fait, à quel groupe il fait partie. Et donc là, on s'approche, on fait une tâche qui est à la main quasiment impossible à faire, parce que segmenter toutes ces images, c'est infernal, et avec le temps qu'on a pour voir un patient, on ne pourrait pas. Et ces outils-là nous permettent de choisir et de dire au neurologue, regarde, ce patient, il est dans tel profil évolutif, et donc vous allez pouvoir changer sa thérapeutique peut-être 3 ou 6 mois avant, parce qu'il n'est pas dans la bonne branche et que ce n'est pas le bon traitement. Et donc, c'est des thérapeutiques qui sont, on l'a parlé, extrêmement chères, on en a déjà parlé, et qui sont potentiellement dangereuses aussi. Et donc ça a un impact direct, et ça nous permet de faire des choses qu'on ne savait pas vraiment faire encore. Et bien sûr, je pourrais vous parler aussi du cancer du sein, du cancer du poumon, de la maladie cardiovasculaire. À chaque fois, ça vient apporter quelque chose de nouveau qu'il faut évaluer et qui est devant nous et qui résout un certain nombre de problèmes. Et pour ouvrir sur
sur les thématiques notamment de pharma, c'est vrai que ça ouvre pour nous des opportunités très fortes, c'est-à-dire d'aller voir des choses qu'on ne voit vraiment pas. Pour le coup, on peut pas du tout les voir. Et ça, c'est un champ entier de la recherche et du développement qui arrive. C'est pas encore dans nos mains des cliniciens, mais ça va arriver et on est en train d'y travailler. Et c'est quoi? C'est en fait dans l'image d'une tumeur, par exemple, il y a énormément de choses que je vois pas à l'œil, mais que les algorithmes de deep learning et de radiomique peuvent voir, qui sont du domaine de c'est quoi la génétique de cette tumeur et c'est quoi le pronostic de cette tumeur. Et si je peux relier, c'est ce qu'on est en train de faire, des facteurs d'image au pronostic de la tumeur, ben, ce que je peux faire, c'est avoir un marqueur de substitution pour dire, pour ce traitement-là, ça va évaluer à cette vitesse-là ou pas, il faut changer de traitement ou pas. C'est les fameux surrogate markers. Et ça permet de raccourcir les temps de développement de recherche clinique qui sont si chers, avec ces nouvelles thérapeutiques qui sont sur des niches de plus en plus petites. Donc il y a différentes techniques pour avancer plus vite dans les médicaments. Et notamment en IA, on entend beaucoup parler d'avancées dans les recombinaisons moléculaires, dans les tests. Il y a aussi des outils de biomarqueurs d'imagerie non invasifs qui vont permettre de raccourcir ces temps de cycle et d'obtenir et d'arriver à ce qu'on veut tous faire, c'est-à-dire quelque chose de très très personnalisé et de plus en plus pointu à des coûts maîtrisés. Donc voilà l'expérience, on est en première ligne, mais ça marche et on avance vite et on a bien l'intention de faire un champion européen avec cette affaire-là. Je vous remercie.